La responsabilité sociétale des organisations est également un sujet de plus en plus important dans le monde des affaires, car les entreprises, les organisations doivent prendre en compte les impacts sociaux, environnementaux de leur activité, tout en assurant donc une gestion efficace et transparente. L'intégration donc de la RSO et de la gouvernance dans une organisation peut sembler intimidante, mais cela peut être fait avec succès en suivant quelques étapes clés. Tout d'abord, il est important de comprendre les besoins et les attentes des parties prenantes, y compris donc les clients, les employés et les communautés locales. Ensuite, il est essentiel de mettre en place des politiques et des procédures claires pour assurer la conformité et la transparence. Enfin, il est important de mesurer et de communiquer régulièrement le progrès réalisé en matière de RSO et également de gouvernance. Bien que la mise en œuvre de la RSO et de la gouvernance présente de nombreux avantages, elle peut également être confrontée à des défis. Certains de ces défis peuvent inclure des coûts initiaux élevés, des résistances au changement et des difficultés de mesurer les résultats. En mettant en œuvre donc les pratiques de la RSE et de la gouvernance efficace, les entreprises peuvent améliorer leur réputation, leur performance financière et leur impact social et environnemental. Une bonne gouvernance peut aider à renforcer la confiance des investisseurs et attirer des attentes, des talents de haut niveau. Donc il est important qu'aujourd'hui, les entreprises, comme on dit en arabe, travaillent et puis démontrent l'iyadelo. Donc l'objectif en fait de cette journée est d'engager une réflexion en profondeur sur la question de la gouvernance, de la bonne gouvernance et de la RSE, et quelles sont les relations entre eux, et qu'est-ce qu'on pourrait en tirer en termes de performance. Nous traiterons la notion de gouvernance, son évolution et sa corrélation avec la dimension éthique et apport positif d'une démarche RSE dans la bonne gouvernance. Donc, RSE, gouvernance et bonne gouvernance. À cet effet, ou pour ce faire, nous avons fait appel à des dirigeants d'organisations socio-économiques, des chefs d'entreprise, d'administration, des universitaires et des chercheurs pour partager et échanger leurs points de vue, voire donc les confronter, et trouver donc des réponses autour des questions qu'on se pose. La gouvernance est-elle seulement orientée vers la création de valeur actionnariale, ou bien vise-t-elle à créer une valeur partagée? Quels sont les impacts du cadre légal et réglementaire, d'une part, et d'une best pratique, d'autre part, par la gouvernance d'entreprise? Et quels sont les apports de l'approche RSE à la gouvernance d'entreprise? Qu'en est-il au Maroc? Où en est la mise en œuvre de l'actualisation des codes de bonne pratique promulgués pour certains depuis 2008? Et comment mettre en œuvre une gouvernance responsable dans une optique de création de valeur durable? Donc ces thématiques donc, font l'objet de travaux de recherche spécifiques. Donc cette rencontre se veut également une plateforme de réflexion, de propositions ouvertes aux enseignants, chercheurs, étudiants, invités à croiser le regard avec les visions et pratiques managériales des entreprises socialement responsables. Et c'est pour cela qu'on a rajouté une 4e table ronde qui va présenter certains sujets de recherche au niveau donc, des universités. Pour cela, donc, la journée d'aujourd'hui, donc la 6e édition des rencontres, nous aurons une première table ronde qui va parler donc, de la gouvernance d'entreprise, état des lieux et perspectives. Puis nous aurons une conférence plénière sur le volet innovation et disruptive, gouvernance et développement durable. Une 2e table ronde sur la RSE, un levier pour une gouvernance responsable. Puis 3e, l'après-midi, le rôle des dirigeants dans la mise en place d'une gouvernance responsable. Puis, nous aurons la 4e table ronde sur la RSE et gouvernance dans le contexte de changement climatique, où participeront
différents chercheurs qui nous présenteront leur sujet de recherche. D'une manière générale, donc tous ces éléments, on va filmer, on va faire des photos, etc. Vous trouvez en fait tous ces comptes rendus de la journée sur notre site web, rsoaumaroc.org. Vous aurez également tout l'historique de tout ce qui a été fait par l'association sur ce site web. Donc pour finir, donc, je voudrais remercier bien sûr les intervenants pour avoir répondu spontanément à notre invitation, mais également nos sponsors qui nous ont permis d'organiser cette journée. Donc il y a Arma, que peut-être vous ne connaissez pas, c'est un groupe qui travaille sur la propreté des villes, donc Casablanca fait partie. Elle est sur 27 villes, plus de 3 millions d'habitants desservis et 7000 collaborateurs. Nous avons bien sûr la LIDEC, que tout le monde connaît à Casablanca, qui nous permet donc d'être éclairés toute la nuit, d'avoir la climatisation, n'est-ce pas? Et l'éclairage de la nuit aussi. Et c'est gérer donc l'eau et l'assainissement pour les 4,2 millions d'habitants de la région du Grand Casablanca. Nous avons également la Sonacide, qui est leader du rang en béton, première sidérurgie marocaine. Et puis Super Céram, qui est le champion marocain de la céramique, qui a plus de 55 ans. Donc on peut dire que au Maroc, la céramique est très ancienne, qui a également 1800 collaborateurs sur 4 sites de production. Mais également nos partenaires médias, donc l'Économiste, Sabah, Eco-Actu, et puis l'ensemble des médias. Donc nous avons la MAP, nous avons la RTM, qui sont parmi nous pour diffuser et communiquer sur la journée, mais également sur tous les volets promotion de la responsabilité sociétale des organisations et du développement durable, qui sont des choses essentielles sur lesquelles il faut partager au maximum. Bien sûr, nous remercions également les membres de notre association et les membres qui ont travaillé sur l'organisation de cette journée. Je remercie également vous, tous les participants, d'avoir répondu massivement à notre appel et d'être parmi nous pour débattre en vous souhaitant donc une journée de partage qui constituera pour nous un couronnement de la volonté en fait commune de l'association, donc responsabilité sociétale des organisations et de ses partenaires pour continuer à faire la promotion de la RSE et de la gouvernance. Donc je vous souhaite pour cette rencontre soit pour vous tous un moment de partage et d'échange pour le progrès de tous. Et merci. Si vous ne respectez pas une bonne pratique et que vous ne l'expliquiez pas, vous n'étiez pas sanctionné. C'est pour ça qu'on a préféré aller à la règle de droit. Et certains pays ont fait une chose, peut-être la France en bien, c'est que la règle de complet playing a été adossée à une loi. Vous êtes obligé de vous expliquer. Et je crois que c'est là ce qui va déclencher. Je termine peut-être par deux petites choses. Ça a été dit par Madame le Secrétaire, par une femme qui ont regardé. Ces sujets-là, le gouvernement de l'ECG exige de la volonté et du volontarisme. On ne peut pas dire le volontarisme pur. Et je me rappelle la bataille qu'ont les équipes de ces parents. Madame que je salue aussi, Madame Kiki, Madame Chef. Donc il y a eu un portage. La même chose pour la gouvernance, la même chose pour la gestion. Il faut un portage. Maintenant, ce que je remarque, si pour le code des entreprises publiques 2012, il y avait un portage politique, chaque gouvernement, un séminaire gouvernemental, une circulaire officielle, ce que nous avons prévu dans la loi, c'est que c'est un code qui va sortir par décret cette fois. Donc il n'y a rien formalisé de plus. Deux choses, j'ai dit. La première, réfléchissons ensemble. Je m'adresse aux administrations, aux entreprises, aux organisations, à un observatoire de la gouvernance au Maroc. Ça nous manque. On a créé un observatoire des délais de paiement, on peut dire ce qu'on en veut, mais le fait qu'on ait la sujet, qu'on ait des experts comptables, qu'on ait les administrations,
fait qu'on a un suivi des progrès, un suivi d'un observatoire. Sur la formation aussi, je crois qu'il y a une réussite. Vous avez par exemple certifié, mais nous avons vu dans les conseils l'impact de la certification. Maintenant, je crois qu'il y a à upgrader cette formation à un niveau d'expertise, à un autre niveau, parce que, comme l'a rappelé tout à l'heure, vous allez être dans le comité spécialisé, vous allez présider le comité. Ce n'est pas la même formation que je dirais pour un administrateur qui est dans le conseil et qui ne s'investit pas dans les quantités. Dernière chose, je terminerai par ça. Il y a un mécanisme important de la gouvernance, vous en avez parlé, celui de la certification IFAS. Là aussi, je dis réfléchissons marocains. Nous avons ici des universités, nous avons CFA, nous avons l'IMA. Réfléchissons à une certification où progressivement, nous Marocains, nous prenons donc le contrôle de la certification, ne pas avoir à aller la chercher. Et je termine par cette remarque. Vous aviez cité pardon, la suite de la briefing sur le SG 2016. Il était le grand défenseur, pour ne pas dire carrément le porte-étendard de l'ESG. Vous savez ce qu'il a déclaré il y a quelques jours? Je ne parlerai plus ESG parce que ça a été politisé, voire d'après lui, militarisé. Et c'est là le risque de la gouvernance. C'est quelque chose qui peut être parfois gadgetisé, parfois totalement émise, donc il faut que cette déclaration. Merci, Serge. Dernière précision. Le code des entreprises publiques, comme celui des autres codes, était basé, comme l'a rappelé tout à l'heure mon ami Rachid, sur la notion de complet ou expérience. Appliqué, sinon expliqué. Ça n'a pas été respecté. Parce que rien n'obligeait à ce que vous vous expliquiez. Si vous ne respectez pas une bonne pratique et que vous ne l'expliquiez pas, vous n'étiez pas sanctionné. C'est pour ça qu'on a préféré aller à la règle de droit. Et certains pays ont fait une chose, la France en est bien, c'est que la règle de complet ou explain était adossée à une loi. Vous êtes obligé de vous expliquer. Et je crois que c'est là ce qui va déclencher. Je terminerai peut-être par deux petites choses. Ça a été dit par Madame le Président, par ces sujets-là, le gouvernement de l'ECG exige de la volonté et du volontarisme. On ne peut pas dire du volontarisme pur. Et je me rappelle la bataille quand les équipes donc, de ces parents, Madame que je salue aussi, Madame Kiki, Madame Chef. Donc il y a eu un portage. La même chose pour la gouvernance, la même chose pour les équipes, un portage. Maintenant, ce que je remarque, si pour le code des entreprises publiques 2012, il y a eu un portage politique, chaque gouvernement, un séminaire gouvernemental, deux circulaires officiels, ce que nous avons prévu dans la loi, c'est que c'est un code qui va sortir par décret cette fois. Donc il y a un formalisme de plus. Deux choses, j'ai dit. La première, réfléchissons ensemble. Je m'adresse aux administrations, aux entreprises, aux organisations, à un observatoire de la gouvernance au Maroc. Ça nous manque. On a créé un observatoire des délais de paiement, on peut dire ce qu'on en veut, mais le fait qu'on ait la SGR, qu'on ait des experts comptables, qu'on ait des administrations, fait qu'on a un suivi des progrès, un suivi d'un observatoire. Sur la formation aussi, je crois qu'il y a une réussite. Vous avez par exemple certifié, mais nous avons vu dans les conseils l'impact de la certification. Maintenant, je crois qu'il y a à upgrader cette formation à un niveau d'expertise, à un autre niveau, parce que, comme l'a rappelé tout à l'heure, vous allez être dans le comité spécialisé, vous allez présider le comité. Ce n'est pas la même formation que je dirais pour un administrateur qui est dans le conseil et qui ne s'investit pas dans les quantités. Dernière chose, je terminerai par ça. Il y a un mécanisme important de la gouvernance, vous en avez parlé, celui de la certification IFAS. Là aussi, je dis réfléchissons marocains. Nous avons ici des universités, nous avons CFA, nous avons l'IMA. Réfléchissons à une certification où progressivement, nous Marocains, nous prenons donc le contrôle de la certification, ne pas avoir à aller la chercher. Et je termine par cette remarque. Vous aviez cité pardon, la suite
la briefing sur l'ESG 2016. Il était le grand défenseur, pour ne pas dire carrément le porte-étendard de l'ESG. Vous savez ce qu'il a déclaré il y a quelques jours? Je ne parlerai plus ESG parce que ça a été politisé, voire d'après lui, militarisé. Et c'est là le risque de la gouvernance. C'est quelque chose qui peut être parfois gadgetisé, parfois totalement réaliste, donc il faut que c'est de me retrouver devant plusieurs collègues, avec plusieurs collègues pour partager ensemble des points de vue et surtout des bonnes pratiques afin de vraiment ensemble pour la réussite de la gouvernance au Maroc. La norme intervient toujours pour harmoniser parce qu'aujourd'hui on peut avoir plusieurs définitions. Je vous donne un exemple. Lorsque l'ISO a voulu mettre en place la norme ISO 26000, elle a recensé plus de 3500 définitions de la gouvernance. Bien sûr, elles se ressemblent, mais après, elles se sont mis d'accord sur la définition normalisée que M. Boukhari a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la gouvernance, c'est le système par lequel une organisation définit, prend des décisions et les applique pour atteindre ses objectifs. Donc la gouvernance, ce n'est pas la loi, à mon avis. Ce n'est pas la loi, ce ne sont pas les textes, ce n'est pas la parité, ce n'est pas la gouvernance. C'est un système qui porte des valeurs et des objectifs. Et ce qui nous manque, à mon avis, à ce niveau-là, et je peux vous donner des exemples et des illustrations par la norme, parce que la norme nous permet de rendre la gouvernance mesurable. Ça ne reste pas uniquement un objectif, une théorie, parce qu'on dépasse le cadre théoricien pour parler à des praticiens. Donc la norme nous permet d'évaluer l'état d'exécution de nos actions pour voir est-ce qu'on a atteint nos objectifs ou non. Alors là, donc nous avons beaucoup de textes ont été cités, donc on a pas mal de textes, pas mal de dispositions légales. La norme ISO 26000 a donné une approche complète de la gouvernance, c'est-à-dire elle a pris la gouvernance comme étant une question centrale, donc c'est une question centrale parmi les 7 questions centrales de la responsabilité sociétale, mais également elle a considéré que la gouvernance est un moyen qui permettrait d'atteindre ou qui permettrait d'augmenter la capacité d'une organisation à atteindre ou à avoir la capacité d'être responsable vis-à-vis d'autres questions centrales. Donc, dans chaque autre question centrale, on retrouve la gouvernance, à savoir la gouvernance environnementale, la gouvernance énergétique, la loyauté des pratiques. Donc tout ça nous manque, c'est le système qui nous manque et non pas les textes. Il y a plusieurs textes qui ont été cités, je vous donne d'autres textes, par exemple la concurrence, l'anticorruption, les marchés publics, nous avons beaucoup de textes. Mais le système qui va porter ce texte-là, il est absent. Alors les indicateurs au Maroc sont très faibles. Je parle en termes de certification, c'est-à-dire en termes d'un système mesurable, évaluable, qui nous permettrait de voir l'état de prise en charge, de prise en compte des objectifs dans le cadre de notre démarche de management. Donc nous avons, la gouvernance a commencé par la première norme ISO 9001. Nous avons peu d'entreprises au Maroc qui sont certifiées en comparant notre situation par rapport à d'autres pays, même à économie similaire. Ne donnons pas d'exemple, par exemple, ne donnons pas de chiffres pour les autres aspects de management, à savoir l'environnement, la santé et sécurité au travail. Nous avons très peu, moins de 100 entreprises pour chaque référentiel. Donc là, on ne peut pas aujourd'hui continuer à produire des textes dont on n'a pas un système complet et cohérent et suffisant pour pouvoir les porter. Donc la norme, pour revenir à nous avons beaucoup de normes. Donc il y a les normes ISO 9001 bien sûr, il y a la norme ISO 26000, mais il y a d'autres normes qui sont venues aujourd'hui pour donner un sens à la responsabilité sociétale, pour sortir du théorique. Donc la norme ISO 37001, donc c'est la norme sur l'anticorruption. Heureusement, nous avons beaucoup d'entreprises, au Maroc qui ont pris l'initiative, qui ont eu le courage d'engager une démarche anticorruption, mais en faisant, pas uniquement en le disant et en l'annonçant et en faisant la publicité autour, mais en ouvrant leur porte à des organismes indépendants pour venir les évaluer et voir concrètement ce qu'ils ont comme objectif, mais aussi qu'ils ont atteint comme résultat et les actions préventives et correctives qui ont été mises en place pour pouvoir corriger ou continuer à atteindre des objectifs. Nous avons une nouvelle norme qui est très importante aussi, qui nous donne un cadre pour appliquer la réglementation. C'est une norme qui vient d'être publiée, c'est la norme 37301 sur le management de la conformité. Donc on parle toujours de la compliance. Donc c'est le principe de l'égalité qui est contenu dans la norme ISO 26000.
Nous avons aujourd'hui une norme qui nous permet d'identifier toute la réglementation, pas uniquement la réglementation concernant un aspect qui nous arrange. Parfois, dans la gouvernance, on prend les choses qui nous arrangent ou les choses qui dérangent nos concurrents. La norme ISO 37301 nous permet d'identifier l'ensemble des textes appliqués à l'ensemble de nos activités et de mettre en place une démarche de management qui nous permettrait d'avancer. Donc il y a d'autres normes aussi qui concernent les ressources humaines, d'autres outils. Donc la norme, le cadre réglementaire, c'est un objectif. La norme, à mon avis, c'est un système qui permet d'atteindre cet objectif, mais aussi qui permet à d'autres parties d'intervenir d'une manière objective pour évaluer l'état de réalisation de nos objectifs, mais également de nous mettre dans une démarche d'amélioration continue, parce qu'il y a toujours des choses à faire, des améliorations à apporter, et c'est la norme qui permet de faire ça. Dernière information, la norme présente l'avantage de véhiculer les bonnes pratiques internationales. La norme, ce n'est pas l'avis d'une administration, d'un groupe de pression, d'une élite, d'un club fermé dans une organisation. La norme est établie dans un cadre consensuel international. Pour avoir une norme internationale, il nous faut au moins 3 années de concertation, de consultation. On fait intervenir des experts, des praticiens, des entreprises, des organisations. On prend les différentes initiatives qui existent et on optimise de manière à fournir, à produire un document qui répond, qui correspond aux intérêts de toutes les parties. Donc la norme, elle représente le consensus, c'est un document inclusif, elle fait intervenir le petit et le grand, le moyen et le plus fort pour pouvoir sortir avec un document consensuel, mais également la norme, indépendamment de la certification qui est derrière, la norme, elle donne des bonnes pratiques. Ça veut dire si on souhaite avancer, on doit se comparer pas uniquement à nos voisins qui peuvent ne pas avoir la bonne pratique, mais également à ceux qui pratiquent au niveau international et couronné par une certification, une mesure qui va assurer la durabilité, parce qu'on peut toujours avoir une conformité à l'instant T, mais la certification nous permet d'avoir un système cohérent, complet, mais surtout durable pour évaluer par d'autres parties concernées. La norme intervient toujours pour harmoniser, parce qu'aujourd'hui on peut avoir plusieurs définitions. Je vous donne un exemple. Lorsque l'ISO a voulu mettre en place la norme ISO 26000, elle a recensé plus de 3500 définitions de la gouvernance. Bien sûr, ils se ressemblent, mais après, ils se sont mis d'accord sur la définition normalisée que M. Boukhari a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la gouvernance, c'est le système par lequel une organisation définit, prend des décisions et les applique pour atteindre ses objectifs. Donc la gouvernance, ce n'est pas la loi, à mon avis. Ce n'est pas la loi, ce ne sont pas les textes, c'est pas la parité, c'est pas la gouvernance. C'est un système qui porte des valeurs et des objectifs. Et ce qui nous manque, à mon avis, à ce niveau-là, et je peux vous donner des exemples et des illustrations par la norme, parce que la norme nous permet de rendre la gouvernance mesurable. Ça ne reste pas uniquement un objectif, une théorie, parce qu'on dépasse le cadre théoricien pour parler à des praticiens. Donc la norme nous permet d'évaluer l'état d'exécution de nos actions pour voir est-ce qu'on a atteint nos objectifs ou non. Alors là, donc nous avons beaucoup de textes ont été cités, donc on a pas mal de textes, pas mal de dispositions légales. La norme ISO 26000 a donné une approche complète de la gouvernance, c'est-à-dire elle a pris la gouvernance comme étant une question centrale, donc c'est une question centrale parmi les 7 questions centrales de la responsabilité sociétale, mais également elle a considéré que la gouvernance est un moyen qui permettrait d'atteindre ou qui permettrait d'augmenter la capacité d'une organisation à atteindre ou à avoir la capacité d'être responsable vis-à-vis d'autres questions centrales. Donc, dans chaque autre question centrale, on retrouve la gouvernance, à savoir la gouvernance environnementale, la gouvernance énergétique, la loyauté des pratiques. Donc tout ça nous manque, c'est le système qui nous manque et non pas les textes. Il y a plusieurs textes qui ont été cités, je vous donne d'autres textes, par exemple la concurrence, l'anticorruption, les marchés publics, nous avons beaucoup de textes. Mais le système qui va porter ce texte-là, il est absent. Alors les indicateurs au Maroc sont très faibles. Je parle en termes de certification, c'est-à-dire en termes d'un système mesurable, évaluable, qui nous permettrait de voir l'état de prise en charge, de prise en compte des objectifs dans le cadre de notre démarche de management. Donc nous avons, la gouvernance a commencé par la première norme ISO 9001, nous avons peu d'entreprises
entreprises au Maroc qui sont certifiées en comparant notre situation par rapport à d'autres pays, même à économie similaire, ne donnons pas d'exemple, par exemple, ne donnons pas de chiffres pour les autres aspects de management, à savoir l'environnement, la santé et sécurité au travail. Nous avons très peu, moins de 100 entreprises pour chaque référentiel. Donc là, on ne peut pas aujourd'hui continuer à produire des textes dont on n'a pas un système complet et cohérent et suffisant pour pouvoir les porter. Donc la norme, pour revenir à nous avons beaucoup de normes. Donc il y a les normes ISO 9001 bien sûr, il y a la norme ISO 26000, mais il y a d'autres normes qui sont venues aujourd'hui pour donner un sens à la responsabilité sociétale, pour sortir du théorique. Donc la norme ISO 37001, donc c'est la norme sur l'anticorruption. Heureusement, nous avons beaucoup d'entreprises, au Maroc qui ont pris l'initiative, qui ont eu le courage d'engager une démarche anticorruption, mais en faisant, pas uniquement en le disant et en annonçant et en faisant la publicité autour, mais en ouvrant leur porte à des organismes indépendants pour venir les évaluer et voir concrètement ce qu'ils ont comme objectif, mais aussi qu'ils ont atteint comme résultat et les actions préventives et correctives qui ont été mises en place pour pouvoir corriger ou continuer à atteindre des objectifs. Nous avons une nouvelle norme qui est très importante aussi, qui nous donne un cadre pour appliquer la réglementation. C'est une norme qui vient d'être publiée, c'est la norme 37301 sur le management de la conformité. Donc on parle toujours de la compliance. Donc c'est le principe de l'égalité qui est contenu dans la norme ISO 26000. Nous avons aujourd'hui une norme qui nous permet d'identifier toutes les réglementations, pas uniquement la réglementation concernant un aspect qui nous arrange. Parfois dans la gouvernance on prend les choses qui nous arrangent ou les choses qui nous dérangent, qui dérangent nos concurrents. La norme ISO 37301 nous permet d'identifier l'ensemble des textes appliqués à l'ensemble de nos activités et de mettre en place une démarche de management qui nous permettrait d'avancer. Donc il y a d'autres normes aussi qui concernent les ressources humaines, d'autres outils. Donc la norme, le cadre réglementaire, c'est un objectif. La norme, à mon avis, c'est un système qui permet d'atteindre cet objectif, mais aussi qui permet à d'autres parties d'intervenir d'une manière objective pour évaluer l'état de réalisation de nos objectifs, mais également de nous mettre dans une démarche d'amélioration continue, parce qu'il y a toujours des choses à faire, des améliorations à apporter, et c'est la norme qui permet de faire ça. Dernière information, la norme présente l'avantage de véhiculer les bonnes pratiques internationales. La norme, ce n'est pas l'avis d'une administration, d'un groupe de pression, d'une élite, d'un club fermé dans une organisation. La norme est établie dans un cadre consensuel international. Pour avoir une norme internationale, il nous faut au moins 3 années de concertation, de consultation. On fait intervenir des experts, des praticiens, des entreprises, des organisations. On prend les différentes initiatives qui existent et on optimise de manière à fournir, à produire un document qui répond, qui correspond aux intérêts de toutes les parties. Donc la norme, elle représente le consensus. C'est un document inclusif, il fait intervenir le petit et le grand, le moyen et le plus fort pour pouvoir sortir avec un document consensuel, mais également la norme, indépendamment de la certification qui est derrière, la norme, elle donne des bonnes pratiques. Ça veut dire si on souhaite avancer, on doit se comparer, pas uniquement à nos voisins qui peuvent ne pas avoir la bonne pratique, mais également à ceux qui pratiquent au niveau international et couronné par une certification, une mesure qui va assurer la durabilité, parce qu'on peut toujours avoir une conformité à l'instant T, mais la certification nous permet d'avoir un système cohérent, complet, mais surtout durable pour évaluer par d'autres parties concernées. Comme a dit monsieur, c'est vrai qu'on a besoin des lois quand même. Les normes c'est bien, mais on a besoin de lois pour faire avancer les choses. Moi je peux dire que les acteurs de la gouvernance ont devant eux maintenant des défis beaucoup plus importants. Les aspects de la parité, effectivement, de l'indépendance, c'est très important, mais ça devrait être des choses acquises. Et aujourd'hui, je pense que les administrateurs devraient se pencher beaucoup plus sur des sujets qui sont très importants et développer des skills et des atouts pour pouvoir donc gérer les crises, gérer les risques, s'intéresser donc à
à la cybergouvernance, à la gestion des ressources naturelles. Enfin, il y a des sujets au changement climatique. Donc il y a des sujets qui s'imposent et qui se présentent de plus en plus sur la table des conseils, et pour lesquels les administrateurs sont appelés à se former et à être toujours proactifs. La formation aussi est très importante. Et je terminerai par un point sur l'évaluation des conseils. C'est une pratique qui, malheureusement, qui n'est pas très suivie par la majorité des sociétés. Et c'est dommage parce que c'est quelque chose qui permet un meilleur fonctionnement des conseils. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport au challenge ou par rapport aux pistes d'amélioration que j'avais à dire. Par rapport au rapport de l'ESG, je reviendrai un peu plus en détail sur le contexte de sa mise en place, mais je peux vous rassurer que pour le moment, on est à la 4e édition des rapports ESG depuis l'entrée en vigueur de cette obligation. Et la première étant, elle a intervenu dans des conditions assez spéciales qui sont la Covid, plein confinement, des sociétés qui étaient pratiquement à l'arrêt. Et quand même, il y a eu un taux de conformité à cette nouvelle obligation qui était assez respectable, plus de 90%. Mais bon, en termes de contenu, il y a beaucoup à dire là-dessus. Alors, ce que nous avons fait depuis donc l'obligation qui est entrée en vigueur en 2019, c'est que nous nous sommes outillés d'un outil d'évaluation, déjà pour apprécier la qualité des rapports qui sont, parce que c'est des sujets qui sont nouveaux, donc on a été formés par l'IFC et avec les équipes de l'IFC, on a aussi mis en œuvre un outil d'évaluation qui vient d'être déployé, on est en train de déployer sur les rapports 2022. Nous sommes en train d'identifier effectivement les insuffisances et les pratiques à retenir, et puis bon, les insuffisances, on va commencer par les sensibilisations one-to-one, déjà pour upgrader un peu le niveau et la qualité de ces rapports. Donc, mais c'est sûr que parmi les choses qui sont dans le pipe, c'est après les sensibilisations, c'est d'aller vers une évolution de la réglementation, carrément, de la circulaire, puisqu'effectivement, avec maintenant tout ce qui est normes IFRS S1, IFRS S2 qui sont mises en place par l'ISSB, donc forcément, il y a des aspects qu'on va intégrer aussi, donc au niveau de notre réglementation. Mais c'est sûr qu'on ne croise pas les bras, on est en train d'apprécier. C'est une démarche qui se fait de manière graduelle, pas de manière brutale, parce que déjà l'obligation, elle a intervenu en même temps que beaucoup d'autres obligations d'information, notamment les trimestriels, un rapport financier annuel. Donc on a été très, je dirais, pendant l'amendement de notre dispositif réglementaire, on a prévu beaucoup de choses. Et donc c'est sûr qu'on a laissé un petit peu le temps aux émetteurs de s'imprégner, de se former aussi, parce que c'est pas évident, et on appelle aussi à ce que des cabinets de conseil se développent et accompagnent ce type de reporting pour les sociétés. Pour les sociétés faisant un peu plus. On parlait tout à l'heure du rapport ESG. C'est un reporting qui est publié dans le cadre du rapport financier annuel qu'on a mis en application depuis 2019. Et au-delà des aspects sur l'environnement, l'impact de l'activité de la société sur l'environnement et aussi ses relations avec ses collaborateurs, il y a une bonne partie qui est dédiée à la gouvernance. Et donc à travers ce rapport, pour la première fois, nous avons à notre disposition une information structurée sur la gouvernance de toutes les sociétés qui
font appel public à l'épargne, depuis la mise en application de cette obligation. Parce qu'avant, les sociétés étaient soumises à des obligations d'information, certes, mais elles se limitaient à tout ce qui est financier, à tout ce qui est information importante. Donc avec le reporting ESG, nous avons une partie qui vous renseigne sur les pratiques de la gouvernance. Et j'explique. Donc vous avez une idée sur qui siège dans les conseils, en termes de compétences, en termes d'âge, en termes de nationalité, en termes de genre, en termes de statut, à l'intérieur est-ce que c'est un indépendant, c'est un non indépendant, c'est un exécutif, est-ce qu'il est actionnaire, est-ce qu'il appartient à un comité spécialisé, combien de mandats il a autre que le mandat qui est en cours, et quoi d'autre. Il y a aussi des informations sur son assiduité, donc c'est le taux de présence de chaque administrateur sur le nombre total des réunions. Vous avez également des informations sur l'évaluation des conseils, sur les sujets ESG. Là également, il y a aussi toutes les mesures prises en matière de parité. Vous avez depuis 2019, depuis 2020, des informations. D'ailleurs, cette partie relative à la gouvernance, nous l'avons amendée pour rapprocher en fait les émetteurs et leur faciliter en fait la tâche en mettant un tableau avec une information très structurée où l'utilisateur de l'information va aller directement sur le reporting ESG, partie gouvernance, pour récupérer l'information. Avant, il fallait attendre qu'il y ait des opérations financières pour que, dans le cadre de la note d'information, qu'il y ait des informations fraîches sur le conseil. Bon, nous, en tant que régulateur, on reçoit toujours les procès-verbaux des organes de gouvernance, mais ce sont des documents qui ne sont pas publiés, Comme a dit monsieur, c'est vrai qu'on a besoin des lois quand même. Les normes, c'est bien, mais on a besoin de lois pour faire avancer les choses. Moi, je peux dire que les acteurs de la gouvernance ont devant eux maintenant des défis beaucoup plus importants. Les aspects de la parité, effectivement, de l'indépendance, c'est très important, mais ça devrait être des choses acquises. Et aujourd'hui, je pense que les administrateurs devraient se pencher beaucoup plus sur des sujets qui sont très importants et développer des skills et des atouts pour pouvoir donc gérer les crises, gérer les risques, s'intéresser donc à la cybergouvernance, à la gestion des ressources naturelles. Enfin, il y a des sujets au changement climatique, donc il y a des sujets qui s'imposent et qui se présentent de plus en plus sur la table des conseils, et pour lesquels les administrateurs sont appelés à se former et à être toujours proactifs. La formation aussi est très importante, et je terminerai par un point sur l'évaluation des conseils. C'est une pratique qui malheureusement n'est pas très suivie par la majorité des sociétés, et c'est dommage parce que c'est quelque chose qui permet un meilleur fonctionnement des conseils. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport au challenge ou par rapport aux pistes d'amélioration que j'avais déjà soulignées. Entre la gouvernance, la bonne gouvernance, dont la présence dans les conseils d'administration de personnes diverses, et donc la mixité en particulier, et la performance des entreprises ont un lien, et ce lien a été non seulement démontré, mais quantifié. On a pu mesurer, ils ont mesuré l'impact de la présence de femmes en nombre suffisant, au moins 30%, parce que quand on est trop minoritaire, on ne peut pas se faire entendre. Ce qui explique d'ailleurs qu'on retrouve ce seuil dans la loi. Donc, cette présence suffisante, eh bien, comme je l'ai dit, a permis de relever, d'améliorer les performances financières et extra-financières des sociétés. Donc ça, c'était la deuxième conviction qui s'est étayée par de très nombreuses études. La troisième conviction, c'est que malheureusement, la soft law, c'est très bien, ça permet de sensibiliser, de préparer les esprits, mais ça ne permet pas d'avancer suffisamment rapidement. Alors, peut-être y a-t-il des
Peut-être que dans le pays anglo-saxon, la soft law fonctionne un peu mieux que dans d'autres pays, mais prendre un exemple que je connais bien, celui de la France, qui n'est pas un pays anglo-saxon, comme vous le savez. Il a fallu la hard law pour faire avancer les choses, mais aussi, même chose en Norvège, hein, puisque la Norvège a été l'un des premiers pays du continent européen à légiférer bien sûr, à introduire des quotas. Donc, clairement, si on s'en tient à la soft law, on n'avance pas suffisamment vite. Et d'ailleurs, les premiers codes, si ma mémoire est bonne, ont été publiés en 2008, c'est bien cela. En 2011, vous avez cité un autre chiffre que celui que j'avais, mais en 2011, je crois qu'on avait 7% de femmes dans les conseils d'administration des sociétés. Non, 7% de femmes dans les établissements publics, entreprises publiques, et 11% de femmes dans les conseils d'administration des sociétés faisant appel public à l'épargne. Donc, l'année dernière encore, selon une étude que CFA a pu faire, nous étions à 18%, donc on avait quand même déjà progressé après la publication de la loi 1920, dont je vais reparler. Mais il est clair que l'année dernière, la loi n'avait pas encore produit ses pleins effets comme elle est en train de le faire maintenant. Alors, donc pour une fois que nous avons partagé entre membres de la task force nos 3 conditions, nous avons établi un plaidoyer et nous l'avons présenté, notamment à celui qui était à l'époque le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie numérique, je crois, si ma mémoire est bonne. J'ai cité M. El Alavi, El Alavi, qui nous a prêté une oreille très attentive et tout son soutien. Et nous avons eu aussi l'écoute du Parlement, sans lequel cette loi n'aurait pas été adoptée. Et en fait, elle l'a été en juillet 2020. Alors, Mme Talaki vous a expliqué les grandes lignes de la loi. Donc, c'est une loi progressive. Pourquoi progressive? Parce que nous pensions qu'on ne pouvait pas non plus trop brusquer les organisations, il fallait leur laisser le temps de se préparer. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons des graduations, 30% au 1er janvier 2024 de femmes dans les conseils et 40% au 1er janvier 2027. Et puis nous avions aussi, et la loi l'a repris également, souhaité qu'il y ait des femmes, au moins une femme ou au moins un homme, parce que c'est vrai que ce qui est important de dire, c'est que cette loi, ce n'est pas tant une loi sur les quotas, c'est une loi à la recherche de l'équilibre entre les hommes et les femmes. Parce que je pense que dans un sens comme dans l'autre, il n'est pas bon d'avoir que des hommes ou que des femmes. Et c'est vraiment la mixité, la diversité qui ajoute, qui fait sens. Donc, présence d'au moins une femme ou un homme dans les comités spécialisés des conseils. J'y reviendrai un petit peu plus tard pour mon expérience dans ces comités. Et puis aussi, nous avons été inspirés, et la loi également a repris cela, par le souhait que ces mesures soient effectives. Comme le prévoit la Constitution, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il ne suffit pas d'édicter une loi, il faut aussi des mesures d'accompagnement pour qu'elles soient réellement appliquées. Et ces mesures d'incitation sont que si une société faisant appel public à l'épargne n'applique pas la loi, ces dispositions, eh bien, les décisions de nomination intervenues en contravention de la loi seront nues. C'est-à-dire que les nominations en question seront nues. Et la deuxième mesure incitative, je ne veux pas dire répressive, c'est qu'il n'y a pas de jeton de présence distribué tant que la société ne s'est pas mise en conformité avec la loi. Donc, à ce moment-là, je pense que beaucoup de sociétés devront se mettre en ordre par rapport à la loi, se sont dit, mais
Où est-ce qu'on va les trouver, toutes ces femmes? Non, c'est pas possible. Celles qui peuvent faire l'affaire, si je puis dire, elles sont déjà dans des conseils, mais on ne va jamais arriver dans un délai aussi court à trouver toutes les compétences féminines qu'il nous faudrait. Il se trouve que, là je fais une petite page de publicité, c'est le Club des femmes administrateurs, créé en 2012, a plus de 100 adhérentes aujourd'hui. 106 très exactement au moment où je vous parle. Et c'est un nombre qui croît sans arrêt. Chaque mois, nous avons de nouvelles adhésions. Et nous sommes très rigoureux sur les critères d'adhésion. C'est-à-dire qu'il faut avoir une expérience d'administrateur ou avoir été dirigeant d'entreprise dans un CODIR, directrice générale, président d'un territoire, etc., pendant au moins 10 ans. Donc, on ne s'adresse, on ne choisit, et il y a dans la salle la coordinatrice, la présidente de la commission des adhésions de CFA, j'ai nommé Sabre Abou Ibrahimi, et donc c'est elle, elle pourra vous, éventuellement, si vous êtes intéressé, vous donner plus de détails sur les conditions d'adhésion à CFA. Bref, donc ce vivier existe. Donc, et d'ailleurs, nous voyons bien qu'il est de plus en plus sollicité. Il est maintenant visible et connu, et il est de plus en plus sollicité. Et depuis le début de cette année, nous avons un certain nombre de membres de CFA qui ont été, grâce à la loi, appelés à siéger comme administratrices indépendantes dans des conseils. Donc, ce sont de vrais progrès que nous enregistrons, et je pense que ce n'est pas terminé, que nous allons continuer sur cette lancée. Et comme l'a dit, je pense que les sociétés seront à l'appel, seront au rendez-vous le 1er janvier 2024 pour avoir 30% de femmes dans leur conseil. Je parle toujours des sociétés faisant appel public à l'épargne, c'est sous-entendu. Et pour avoir 40% en 2027, je suis tout à fait confiante. Maintenant, j'exprimerai, je terminerai là sur ce point, quelques souhaits, à savoir que cette exigence d'équilibre soit entre les sexes soit étendue aux établissements publics, aux établissements et entreprises publiques. Et je sais que c'est et j'espère que ce sera effectif le plus vite possible. Je pense aussi qu'il faut plus de femmes à la tête des conseils d'administration, parce qu'actuellement, d'après une enquête que nous avions faite chez CFA, alors je ne sais pas si ça fait, c'est combien? 7 pour l'appel public à l'épargne. Pour l'appel public, oui, tout à fait. Donc, très peu de femmes encore à la tête des conseils d'administration. Et puis, toujours d'après notre enquête, qui, encore une fois, est toute récente, elle date d'il y a 6 mois, 61% des répondants à cette enquête, qui étaient tous des administrateurs de sociétés, n'abordaient pas la question du genre et de la diversité dans les conseils d'administration. Et 17% n'envisageaient pas d'élargir leur conseil à des femmes. Donc, il y a encore des marges de progrès. Un excellent sujet sur lequel j'avais l'intention de revenir dans la deuxième partie. Mais bon, pour vous répondre directement, c'est un sujet de réflexion au sein du club CFA. Pas seulement pour permettre à un plus grand nombre de femmes d'être administrateurs ou administratrices, mais aussi parce que, au-delà d'un certain nombre de mandats, on ne peut pas travailler correctement, on ne peut pas être engagé sérieusement. Et je vais y revenir. Pour moi, le fait d'être administrateur, ça représente un engagement qui demande beaucoup de disponibilité, de travail, d'investissement. Et c'est vrai que si on cumule 10 mandats, on ne peut pas le faire correctement. À savoir que chez CFA, nous faisons très très attention au recrutement, aux adhésions au club des femmes administrateurs. Et comme je l'ai dit, nous exigeons, ce sont des critères objectifs,
nous exigeons donc une certaine ancienneté dans la fonction d'administrateur et dans la fonction de dirigeant. Nous assurer justement que ces femmes, toutes les femmes, ont les compétences requises. Donc après, le sujet ne se pose pas. Je crois que l'un des éléments qui est revenu dans nos interventions, c'est le fait qu'il faut toujours qu'il y ait une donc qui va permettre d'appliquer les prescriptions. Aujourd'hui, on ne doute pas que la gouvernance d'entreprise c'est un élément indispensable et donc il faut l'accompagner aujourd'hui par des actions qui vont permettre justement de mettre en place tout le dispositif qui est prévu. Parce que sinon, ça ne sert à rien de prévoir des règles qu'on ne va pas respecter. Et donc c'est là où intervient peut-être, ce qu'a été dit tout à l'heure, le fait d'informer. Donc informer comment? Donc à travers des reporting, à travers une remontée d'informations, et puis à travers une règle. Généralement ce qui est appliqué, c'est ce qu'on parle de naming and shaming. Donc quand on déclare un certain nombre de choses, donc il y a des gens qui vont avoir honte de voir, surtout quand on est sur le marché financier, de se voir par exemple étiqueté comme quoi on ne respecte pas un certain nombre de règles, etc. Donc ça c'est une culture qu'il faut aujourd'hui instaurer et mettre en place pour pouvoir avancer convenablement et gagner du temps. Au-delà et de la nécessité de mesurer, de quantifier les progrès réalisés. Et à ce titre, chez CFA, nous travaillons avec Ethic and Board à la mise en place d'un baromètre de la gouvernance responsable qui sera donc un outil d'appréciation de l'état de l'art pour savoir exactement, qui nous permettra de savoir exactement où nous en sommes dans l'application de la soft et de la hard. Et j'espère que ce baromètre, la première édition de ce baromètre devrait être disponible avant la fin de cette année. Merci. Donc, deux précisions et une recommandation. La première, c'est, je n'ai pas dit que la norme remplace la réglementation. Au contraire, il faut toujours avoir des réglementations, mais sans cadre porteur de cette réglementation, on ne pourra jamais, on va se discréditer. On aura beaucoup de réglementations non appliquées. Donc, vis-à-vis des assujettis à cette réglementation, on n'aura pas beaucoup de crédibilité à défendre. Donc la réglementation est nécessaire. Deuxième élément, je pense que la gouvernance est une composante de la RSO. Ce n'est pas la responsabilité sociétale qui est une composante de la gouvernance, parce que la RSO c'est plus large, c'est plus global, c'est la maîtrise de notre responsabilité vis-à-vis de nos impacts. Donc la gouvernance est une partie de cette démarche. Pour la recommandation, donc, il faut qu'on se fixe des objectifs toujours mesurables et surtout l'exemplarité. On ne peut pas aujourd'hui promouvoir la gouvernance, la RSO sans toutefois donner l'exemple à toutes les, aussi bien secteur privé qu'administration, organisation professionnelle, administration. Chaque fois on fait, et à chaque occasion on fait la promotion, on en parle, mais il faut donner l'exemple, convaincre avec une exemplarité, avec un exemple et avec des objectifs qu'on doit partager ensemble en termes de certification, en termes de résultats mesurables qui nous permettraient d'être rassurés et d'encourager les autres à aller de l'avant. Merci. Voilà, donc on est arrivé au terme de nos travaux pour cette première table ronde sur la gouvernance d'entreprise au Maroc.